Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Notre Santé sur votre chaîne, c'est Intégral Radiovision. Son âge, son look et ses faits d'armes font de lui l'homme qu'il faut à la tête de l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est du moins ce que pense, ce qui le motive dans cette lancée. Dr Manga Théoda, médecin ophtalmologiste, est donc président de la Société camerounaise d'ophtalmologie. L'ancien fonctionnaire et aujourd'hui en clientèle privée fait partie notamment des 7 candidats qui lorgnent le poste de président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. À la seule évocation de la date du scrutin prévu le 9 décembre 2023, le candidat Dr Manga Théoda se voit déjà choisi par ses pairs ou ses confrères, à qui il promet donc un nouvel ordre taillé à la mesure des médecins. Dr Manga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Ndongo. Merci d'être à Intégral Radiovision ce soir. C'est un plaisir de découvrir cet admirable studio et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Je salue les auditeurs aussi qui nous écoutent. Merci beaucoup. Et pour mener l'échange de ce soir, je me fais le plaisir d'accueillir Ghislaine Digona. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes journaliste scientifique. Oui. Vous travaillez pour Éco-Santé. Oui, le quotidien Éco-Santé. Au quotidien, nous travaillons sur les questions liées à la santé. On touche différents secteurs, en fait, domaines d'activité en rapport avec la santé. Aujourd'hui, bien évidemment, au regard du sujet qui nous réunit, avec le charismatique docteur Théoda Manga ici présent, nous aurons l'occasion d'éplucher, en fait, de comprendre en fait ces différentes motivations qui le poussent à la candidature de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Et juste à côté de vous, Alphonse Diené. Bonsoir. Bonsoir, Flavien Valondongo. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez plusieurs casquettes, mais je préfère me limiter à celle-là. À cela, oui. Vous avez dit, j'en ai des casquettes énormes d'ailleurs. Mais on est là ce soir pour accompagner, voilà, pour comprendre, questionner un candidat pour cette auguste qui veut présider aux destinées de cette auguste organisation qui d'ailleurs doit faire la fierté d'un Cameroun qui va vers l'émergence. C'est le slogan de toute façon. D'accord. Alors, après cette présentation, nous avons à notre disposition, et notamment nos chers téléauditeurs sont également en train d'intervenir sur la page Facebook de Intégral Radiovision. Vous pouvez intervenir là-bas. Nous allons nous faire le plaisir de relayer vos questions, sans doute. Dr Manga Théoda, comment vous vous sentez ? Ça va très bien. Nous sommes à quelques jours seulement du 9 décembre 2023. Oui, à quelques jours. On a eu 2 semaines de campagne, c'est assez court pour exposer ce programme. Et bon, vous savez que c'est une élection qui avait été reportée plusieurs fois, donc on peut dire qu'on a eu presque un an pour faire circuler un peu nos idées de manière informelle. Pourquoi vous voulez être candidat ? Pourquoi vous voulez être président de l'Ordre des médecins ? Écoutez, je veux être le président de l'Ordre des médecins, premièrement pour mon parcours, et puis pour l'expérience que je peux apporter dans l'Ordre des médecins. J'ai travaillé avec le docteur Mouna il y a des années. J'ai fait quasiment 10 ans comme secrétaire général adjoint de l'Ordre. Donc, j'ai les qualités pour être président de l'Ordre des médecins. Donc, j'ai une expérience, un parcours. En fait, c'est un parcours et puis la personne qui incarne un programme. Donc, je pense que j'ai les outils pour être président. Puisqu'on est dans la même mouvance, docteur, Manga, vous êtes candidat, Flavien Ndongo l'a dit, et au poste du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, c'est ça, non ? Oui. Alors, et certainement, ça dit que vous partez avec une vision nouvelle, on peut le dire, ce qui signifie que vous avez certainement quelques manquements que vous avez observés. On peut poser la question, quelle disposition alors, quel diagnostic vous faites aujourd'hui à jour dans la marche de l'Ordre national des avocats, de l'Ordre national des médecins du Cameroun? Écoutez, c'est un secret pour personne que les relations entre les médecins et le public se sont beaucoup dégradées ces dernières années, sans doute à cause de quelques accidents thérapeutiques qui ont eu lieu, et la confiance est beaucoup effritée, au point que les médecins qui étaient le chouchou des familles, de la nation, sont maintenant perçus de manière différente par le public qui n'hésite plus à porter la main sur les médecins. Donc, on voit également que la situation sanitaire n'est pas très bonne et donc les médecins sont au centre de la santé. La santé, c'est
C'est un capital important pour une personne et pour la société tout entière. Il n'y a pas de développement sans une bonne santé. Voilà. Donc, c'est une élection. L'ordre des médecins, ce n'est pas seulement l'affaire des médecins, c'est un enjeu national pour tout le monde, pour tous les Camerounais, pour avoir une meilleure santé. Docteur, on va aller directement, parce que dans votre programme, vous dites, vous attaquez au chômage des jeunes médecins. Comment allez-vous faire? Écoutez, c'est quand même scandaleux qu'on parle de chômage à côté de médecins dans un pays où il y a un énorme déficit en personnel de santé et surtout en médecins. Vous voyez que la population, la plupart des gens, comment ils se soignent? Ils se soignent en allant à l'échoppe pharmaceutique du coin parce qu'ils ne peuvent pas toujours... beaucoup de gens n'ont pas les moyens pour aller dans les hôpitaux. Est-ce que vous savez que pour à peu près plus de la moitié de la population, le budget annuel de santé, c'est à peu près 7 000 francs? Oui, ça fait à peine le traitement, un bon traitement de palu. Donc, on ne peut pas construire un système qui envoie le malade comme premier relais l'hôpital médical d'arrondissement, le centre médical d'arrondissement. C'est déjà trop grand. On est un pays où il y a des médecins qui sont au chômage et en même temps, il n'y a pas de médecine de ville. Ça veut dire qu'il n'y a aucune médecine de proximité. Donc, ce que je veux faire, c'est mettre en place cette médecine de proximité, prendre tous ces médecins généralistes qui sont au chômage, leur faire ouvrir des cabinets de médecine générale. Parce que vous savez très bien qu'il est plus facile de trouver un ophtalmo, un cardio, que de trouver un médecin généraliste. Hein. Et, à la limite, oui, bien sûr. Soit vous allez à l'hôpital à la Cantini, à un hôpital public, soit vous allez dans une clinique. Ils ne sont pas installés en privé, ils sont rarement... On trouve rarement des cabinets de médecine générale dans la ville. Mais docteur, est-ce que ça ne va pas être un risque de trouver en ce moment-là des médecins à tout coin de la rue, des cabinets à tout coin de la rue également? C'est même souhaitable. C'est même souhaitable. Vous avez les échoppes pharmaceutiques à tout coin de la rue, ce n'est pas normal. Il faut que ces échoppes-là soient remplacées par une expertise. Les médecins, c'est quand même mieux d'avoir un diagnostic d'un médecin et un traitement d'un médecin que celui du petit bonhomme qui a ouvert son échoppe, qui vend des médicaments qu'on appelle docteur, qui ne connaît pas la médecine et qui vous prescrit, selon ce que vous avez mal, il vous prescrit du Flagyl parce que le ventre fait mal et puis après vous revenez, ça ne va plus, ça ne va toujours pas, il vous donne autre chose. C'est vraiment pas de la médecine, ça. C'est même dangereux. Et c'est d'autant plus dangereux qu'on ne sait pas quels sont les circuits des malades, des médicaments. Vous avez bien noté que de plus en plus, il y a comme une épidémie des insuffisances rénales. Voilà, des accidents comme ça, là, c'est... voilà, je pense que tout ça, c'est lié. Il n'y a pas une couverture de ville de médecins généralistes. Docteur Manga, résoudre le chômage des jeunes et réduire la pauvreté, c'est un bien grand défi que vous... c'est un terrain sur lequel vous avancez, mais ça reste quand même un peu... concrètement, ça me semble un peu difficile à réaliser parce que je me dis c'est un défi qui devrait impliquer en principe non seulement le secteur privé que vous êtes, et également le secteur public. Mais sinon, quand on parle de la réduction, vous parlez de la réduction de la pauvreté, de la réduction du chômage. Qu'est-ce qui entre exactement? Quelles sont vos propositions exactes? Écoutez, vous me donnez l'occasion de parler de ça. J'ai un de mes concurrents qui a dit que il y a des gens qui proposent de la magie parce qu'ils proposent des choses irréalistes. On a même entendu l'augmentation des salaires. Non, je ne vais pas parler d'augmentation de salaire parce que je n'ai pas la possibilité de jouer là-dessus. C'est une affaire du secteur de la fonction publique, c'est des équilibres budgétaires. Mais moi, précisément, je peux donner du travail aux médecins. Et je peux donner du travail aux médecins généralistes parce que j'ai une expérience en cours. Et avant de venir ici, j'ai même appelé mon banquier pour lui demander de me confirmer ça. J'ai une expérience en cours à la Société camerounaise d'ophtalmo où je suis allé voir le banquier qui m'a donné le crédit à moi pour ouvrir mon cabinet. Et à l'époque, il m'avait donné 150 millions pour ouvrir mon cabinet. Et j'ai remboursé tout cet argent. Donc, j'ai du crédit chez lui. Donc, je suis allé le voir en lui disant que, écoutez, vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi en faire. Et nous, on a besoin d'acheter des appareils. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il me dit, mais docteur, vous tombez bien parce que on a besoin d'investir, mais nous, on a besoin de garantie. C'est pour ça que quand les gens viennent chercher un crédit, on est prêt à donner du crédit parce que c'est de l'argent des gens, de personnes, de ceux qui épargnent, qu'on prend pour donner à d'autres personnes. Il faut qu'on ait des garanties que cet argent-là, il sera remboursé, qu'il sera bien utilisé. Donc, on a trouvé un système où il peut donner des crédits, donc sans qu'on demande un titre foncier aux jeunes, sans qu'on demande quoi que ce soit.
et on lui donne les 15, 20 ou 30 millions dont il a besoin pour ouvrir son cabinet. Et puis, il rembourse les mensualités. Donc, et le cabinet stratégie qui est adoptée au niveau de la Société camerounaise d'ophtalmologie voulait implémenter l'étendre, oui. Et donc, mon banquier de la Banque Atlantique, le DG de la Banque Atlantique, je peux le nommer parce que c'est une banque citoyenne, m'a donné la garantie que, docteur, il n'y a pas de problème. Dès la première année, on peut créer au moins 200 cabinets de médecine générale avec ce dispositif-là. C'est un dispositif, j'ai vu aussi un autre directeur de banque, c'est un dispositif qui s'appelle le cautionnement mutuel. Ça veut dire que c'est l'ordre des médecins qui sera la caution, qui sera la garantie. Et ça veut dire que si docteur Manga, on lui donne le cabinet, qu'il ouvre le cabinet, qu'il n'arrive pas à le rentabiliser, on peut appeler le docteur Ndongo, on le met à la place et rembourse les mensualités. Et on rembourse l'argent du docteur Manga, s'il a payé 4 ou 5 mensualités, on lui rembourse ça et lui il continue à rembourser jusqu'à ce que quand il a fini le crédit, le cabinet lui revient entièrement. Toutefois, est-ce que cette stratégie a déjà quand même fonctionné au niveau de l'ordre? Est-ce qu'on peut avoir combien d'ophtalmologues ont déjà bénéficié? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Bon, en fait, il y a un ophtalmologue qui est en train de valider ce dossier, mais il faut comprendre que ce que j'ai compris, moi, en cours de route, je pensais un peu naïvement que c'est surtout le problème de financement, mais c'est avant tout le problème d'un mindset. Beaucoup de jeunes ont peur. Ils ont peur de l'entrepreneuriat. C'est le courage, vous voulez dire. Oui, c'est le courage d'entreprendre, de se jeter. On a été configuré depuis l'enfance. Quand on entend un montant de 30 millions, par exemple, ou 25, on se demande si on va pouvoir rembourser. Oui, voilà. On a été configuré depuis l'enfance à aller chercher le matricule. Et on se dit, bon, si je me mets que ça ne marche pas... Mais je pense qu'il n'y a pas de risque que ça ne marche pas. Il y a un vaste champ au niveau médical qui est inexploité. Donc, il faut les encourager et leur dire que ça peut marcher. Ils auront d'ailleurs un accompagnement par des comptables, une formation dans le management. Ils ne seront pas laissés tout seuls à eux. Ouais. Donc, il faut qu'ils sachent que c'est possible, qu'ils osent. Mais je suis... au regret de constater que vraiment, ils ne se sont pas jetés dessus. Mais ce dispositif-là, il est disponible. On en a parlé lors de l'Assemblée générale du Congrès de l'année passée. Deux représentants de la Banque Atlantique sont venus expliquer. Mais bon, il y a ça. Et ils peuvent avoir accès à ça. Docteur, vous avez évoqué tout à l'heure, à l'entame, un problème de confiance qui n'existe plus, rompu entre le médecin et les patients. Et également aussi ce désamour, ça il faut le dire, entre les médecins, les praticiens que vous êtes et les patients. Sur quel levier allez-vous appuyer pour rétablir cette confiance qui a existé entre les médecins que vous êtes et nous, les patients que nous sommes? Ben, écoutez, je pense qu'il faut que le public comprenne que les erreurs thérapeutiques, les accidents thérapeutiques, ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Dans le monde entier, il y a des accidents thérapeutiques. Maintenant, le but de l'ordre, en fait, disons, je le dis souvent, le capital du médecin, c'est sa confiance vis-à-vis du public. C'est son capital principal. Et c'est un capital que nous partageons tous. Ça veut dire que si on est des médecins et qu'il y en a un qui fait une erreur quelque part, s'il n'est pas sanctionné, nous allons tous en pâtir. L'image qu'on va avoir de nous, c'est que bon, c'est un danger. Précisément, l'image, le but, les deux missions de l'ordre des médecins, c'est veiller à l'éthique et à la déontologie. L'éthique, ça renvoie à la morale. Ça veut dire que quand vous recevez une personne, vous devez être une personne décente, la recevoir avec politesse, ne pas abuser d'elle. Et la déontologie, ça renvoie au professionnalisme. Ça veut dire que les médecins, l'ordre doit veiller à la formation initiale des médecins, qu'elle soit bonne. Il doit surtout aussi veiller à la formation médicale continue. On est l'un des rares pays dans le monde où la formation médicale continue n'est pas une obligation légale. C'est juste une obligation morale. Celui qui veut aller se former, celui qui ne veut pas. Ce n'est même pas une obligation déontologique. Ce n'est pas dans le code de déontologie actuel. Et vous allez rendre ça obligatoire? On va rendre ça obligatoire d'une certaine façon. Si jamais vous êtes président. Oui. Mais c'est dans l'ordre des choses, parce que la médecine en ce moment change tellement vite. Après 10 ans, vous êtes largué. Et vous vous trouvez dans une situation où parfois c'est le patient qui vient vous dire « j'ai vu à la télé, j'ai vu dans les réseaux sociaux, les informations circulent ». Et donc, il y a pas mal de médecins qui peuvent, de bonne foi, commettre des erreurs parce qu'ils sont ignorants, qu'ils n'ont pas eu leur formation médicale continue. Il y a même des pays comme le Canada où après 10 ans, on vous réévalue. C'est-à-dire que votre diplôme n'est pas un diplôme qu'on vous donne à vie.
C'est un diplôme qu'on vous donne. Après, on vérifie vos connaissances. Après un moment, c'est tout à fait normal parce que la médecine évolue. Il faut une formation médicale continue permanente. C'est indispensable pour garder la main. Docteur Manga, vos propositions sont louables. Toujours dans le cadre des missions, l'une des principales missions qui attire mon attention est celle liée à la santé publique. Les missions de l'ordre, bien évidemment. Il y a un point là que j'apprécie beaucoup, c'est ce point qui dit qu'il garantit, les médecins doivent garantir l'accès aux soins de qualité pour les citoyens et lutter contre l'exercice illégal de la profession. Au regard de ce point-là, quelles sont vos propositions, quelles sont vos suggestions, vous qui aviez été secrétaire général adjoint de l'ordre par le passé, est-ce que vous avez l'impression que jusqu'à présent, ce qui a été fait ne migrait pas dans ce sens-là parce que vous voulez arranger les choses, vous voulez que la situation s'améliore? Vous parlez de l'exercice illégal. Et la garantie des soins. Oui. Et la garantie des soins. On est carrément en situation de monopole. Pardon? On est carrément en situation de monopole. Pourquoi? Il y a les praticiens. C'est une autre médecine. Nous, on est dans la médecine allopathique. Et il y a la médecine traditionnelle aussi. Donc, la question, c'est savoir comment on va garantir la qualité des soins. Justement. Mais on est là-dedans. Hein. Je vous ai parlé de vérifier les formations initiales et de vérifier les formations continues. Et puis, il y avait une autre question sur... l'exercice illégal. L'exercice illégal. C'est un problème très difficile parce que ça ne dépend pas que de l'ordre des médecins. Je dis ça en connaissance de cause. J'ai été à l'ordre pendant 10 ans. Et chaque fois qu'il fallait aller fermer un cabinet, parfois même c'est des radios, les médias qui permettaient aux praticiens de se présenter, de présenter leurs médicaments, alors que les médecins eux-mêmes n'ont pas le droit de faire des publicités. Et chaque fois qu'on a voulu attaquer ce problème, il fallait toujours faire appel à la force publique. Et ce n'est pas toujours facile de mobiliser la force publique pour aller déloger un médecin illégal. Vous êtes dans la dynamisation de l'ordre. Au 14 décembre 2022, oui. Les membres à jour étaient quasiment de 2878 membres à jour. Oui. Alors que il y a 13 000 à peu près. Vous êtes à peu près à 13 000. Comment vous comptez faire pour que rattraper le gap, 11 000 autres membres qui sont en train de, si je peux me permettre l'expression, de vagabonder, rejoignent en fait l'ordre? Oui, c'est une très bonne question parce que j'ai vu certains de mes concurrents qui disent que ils vont annuler les arriérés, ils vont voir comment les médecins peuvent payer moins. La question que beaucoup de médecins nous posent quand on n'arrive pas à mobiliser les médecins, c'est à quoi ça sert même votre ordre là? Ça ne sert à quoi? C'est ça la question qu'on pose. Je vais vous donner mon expérience de président de la Société camerounaise d'ophtalmologie. Les ophtalmos, ils avaient un peu ce sentiment parce que quand ils venaient au congrès, ils avaient pas le sentiment que leur cotisation était valorisée. Mais je vous assure que depuis que je suis président, on a fait un excellent congrès. Je peux vous garantir que le prochain congrès, c'est dans 3 mois, le 29 février, le 1er mars. Et près de la moitié d'ophtalmos ont déjà payé leur contribution. Ils sont contents de payer parce qu'ils savent ce qu'ils ont en retour. Donc, le jour où les jeunes médecins ou les moins jeunes verront ce que l'ordre leur apporte en retour de ce qu'ils donnent comme contribution, on n'aura même pas de problème de cotisation ni des gens qui sont à jour. Ils viendront tout seuls parce qu'ils verront qu'il y a une dynamique, il y a une force, il y a quelque chose de positif à être à jour. Parce qu'en retour, vous avez quelque chose. C'est carrément la même question, mais dans un autre genre, un autre style. L'ordre existe depuis 1957. Oui. Docteur Manga. Mais on ne ressent pas trop son impact sur les questions liées à la santé au Cameroun. Alors, vous, si vous êtes élu là, comment est-ce que vous allez faire pour marquer l'histoire de cette organisation? Écoutez, vous ne ressentez pas trop, mais l'ordre est consulté en permanence par la tutelle. La CSU a été mise en marche parce que l'ordre a contribué permanemment. Donc, ça ne se dit pas dans les médias tout le temps, mais l'ordre est une grande force de proposition. Et l'ordre est un organe de régulation de la profession. Ça, c'est déjà pas mal de réguler la profession. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en notre sein même, on peut faire un tas de choses. Je vais vous donner un exemple. On est dans un pays pauvre. Et je peux vous dire que je sais de passer à 20% de gens qui souffrent d'une hypertension qui voient un cardiologue. Ouais. La plupart des autres, ils voient
soit leur gynéco, soit leur ophtalmo, soit le médecin du travail, soit même le centre médical du coin, l'infirmier, soit ils prennent le traitement qu'une autre personne a pris. Et l'ordre a un rôle en tant qu'organe citoyen comment on dit ça, de capacité. Tous les gens, on ne peut pas forcer les gens ne peuvent pas avoir 15 000 francs pour aller voir un cardiologue, faire des bilans. Mais je vais vous dire, par exemple, à la Société camerounaise d'ophtalmo, on a créé des guidelines, des recommandations, des préconisations. Et ces préconisations-là, on peut s'en inspirer pour faire la même chose dans les autres spécialités. Par exemple, je prends l'hypertension ou le diabète. Tous les 80% des gens qui ne sont pas suivis par un cardiologue, ils sont suivis par une autre personne. Cette personne-là, il faut que la Société camerounaise de cardiologie s'asseye pour dire que voilà les préconisations pour traiter une hypertension en première intention, en deuxième intention, d'un jeune, d'une personne âgée, d'une femme enceinte. Voilà, pour que le savoir soit diffusé et que ce savoir-là soit un savoir national. Parce que ce que vous allez lire dans les journaux, c'est fabriqué à partir des protocoles sur le sujet caucasien. On n'a pas de protocoles locaux. La même chose pour le diabète. Tous les malades ont besoin d'avoir le meilleur médecin, mais ils n'ont pas toujours les moyens. Et ceux qui n'ont pas les moyens, comment on garantit quand même qu'il y a un niveau de soins qui permet qu'ils soient suivis? Une fois qu'il y a des préconisations, et au sein de l'ordre, on peut faire ça sans avoir besoin de la tutelle, sans avoir besoin de soutien politique. On peut juste demander aux sociétés savantes, écoutez, sortez-nous des recommandations sur ceci ou sur cela. C'est tout à fait, vraiment, ça ne demande même pas de l'argent. Donc, parfois, certains concurrents disent, oui, on a des relations, on a des appuis politiques, des lobbies. Est-ce que vous avez besoin d'un lobby pour que, entre vous, les médecins, vous puissiez organiser un certain nombre de choses? Je vous ai déjà cité l'emploi. Vous avez entendu demander qu'on les recrute au ministère de la Santé publique? Non. On a organisé ça nous-mêmes en tant qu'ordre, en tant que groupe. On peut apporter une garantie pour une personne en tant que groupe. La même chose pour toutes les recommandations. Tous les malades qui sont diabétiques, ils doivent avoir une consultation ophtalmo. Si ça s'était respecté, moi, j'aurais peut-être 10 malades par jour, par semaine ou par mois, parce que le diabétologue a suivi les protocoles, les recommandations, et le niveau des soins s'en trouverait amélioré. D'accord. Alors, Dr Manga, nous sommes déjà dans la dernière ligne droite, en tout cas avant la fin de cette émission. Mais je voudrais, je veux dire que c'est pas pure coïncidence que j'ai porté un boubou vert. Ah oui, ça porte bonheur. Le bulletin. Le bulletin que vous avez choisi, la couleur que vous avez choisi. C'est un bon présage. Donc pour l'élection du 9. Mais seulement, je voudrais revenir sur décembre 2022. Les médecins aujourd'hui, du moins ceux avec qui nous avons discuté sur le prochain scrutin, estiment qu'il n'y a peut-être pas d'engouement. Comment vous allez faire pour davantage faire venir les médecins à Yaoundé pour voter pour vous élire, alors qu'ils se souviennent encore de ce qui s'est passé en décembre? Écoutez, que voulez-vous qu'on fasse? On essaie de présenter notre programme, on essaie de présenter notre personne, on essaie de les inciter à venir. Leur avenir leur appartient, c'est eux qui décident. Ils doivent être conscients que c'est eux qui décident. Il n'y a personne qui a décidé quelque chose à l'avance. Même si on a décidé des choses à l'avance, ils doivent venir se battre. C'est leur avenir. C'est avant tout, c'est leur avenir. Donc, s'ils laissent les autres décider à leur place, ils n'auront que les yeux couplés. Donc, on ne peut que les inciter à comprendre les enjeux et à venir manifester, donner l'orientation qu'ils veulent pour un ordre comme ils le veulent, au lieu de rester toujours à se plaindre dans les chaumières. Donc, vous manifestez de l'inquiétude ou des inquiétudes de voir à la tête de l'ordre des médecins un fonctionnaire. Pourquoi? Oui. Bon, il y a certains de mes concurrents qui utilisent comme argument pourquoi les fonctionnaires sont les plus nombreux et pourquoi ils n'ont jamais été à la tête de l'ordre. Je vous rappelle quand même que c'est ignorer l'histoire de l'ordre. Et d'ailleurs, la clause qu'on avait mise, il fallait que, pour être président, il fallait avoir été membre d'un conseil. On voit qu'elle est importante parce que beaucoup de gens, je vois des programmes et tout ça, je vois qu'ils n'ont pas les pieds sur terre, ils n'ont pas le sens des réalités de ce qui se passe. Donc, le problème avec les fonctionnaires, ce n'est pas les fonctionnaires, parce que le professeur René Somba, il a été président de l'ordre des médecins avant Daniel Mouna pendant 30 ans. Bâtir ensemble l'ordre que nous... C'était un monsieur d'un certain charisme, qui ne pouvaient pas être influencés. Là, on a des fonctionnaires qui sont jeunes, qui ont encore leur carrière, toute leur carrière devant eux, qui dépendent de la tutelle. Même pour les fonctionnaires eux-mêmes. Imaginez qu'un fonctionnaire a un problème au niveau administratif.
et que c'est un fonctionnaire, un autre fonctionnaire qui est président de l'ordre, alors là, il va avoir la double peine automatique. Ça veut dire ça peut même aller jusqu'à la radiation. Alors que si c'est une autre personne, un fonctionnaire plus âgé, disons, qui est en fin de carrière, qui n'a plus d'ambition d'avoir des postes et tout ça, il y a une certaine indépendance qui est indispensable au fonctionnement de l'ordre, qui peut avoir une voix dissonante, c'est-à-dire que l'ordre est quand même le garant, c'est-à-dire quand il y a un accident thérapeutique, l'émotion peut faire qu'on accuse, on prend directement la personne et l'autre doit être là pour dire que, écoutez, quand il y a un accident thérapeutique, ça peut être un aléa thérapeutique, ça peut être une négligence, ça peut être un accident. Ça veut dire que les médicaments qui circulent normalement, chaque médicament a des effets secondaires, des risques qui sont plus ou moins graves en fonction des personnes. Vous pouvez prendre de la petite aspirine, vous en mourrez. Ce n'est pas la faute du médecin. Il faut que ce soit établi. S'il y a une faute, il faut être rigoureux, il faut être sévère. Mais s'il n'y a pas une faute, il ne faut pas punir un médecin juste sur des présomptions alors qu'il n'a pas été fautif. D'accord. Je voudrais vous inviter à marquer une pause parce qu'il y a tout un reportage qui a été réalisé sur vous. Un reportage réalisé avec le concours de toute la rédaction. Florent Noir qui s'est intéressé notamment à la conférence de presse que vous avez organisée il y a quelques jours. Je vous invite à suivre le reportage et juste après, nous allons certainement nous dire au revoir. Bâtir ensemble l'ordre que nous voulons, tel est le slogan, sinon le cri de guerre lancé le 28 novembre 2023 à Douala par Théoda Manga, candidat à la présidence de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Face à la presse, l'ophtalmologiste fait le diagnostic qui prévaut au sein de l'Ordre des médecins. Il évoque entre autres la crise de confiance qui sévit entre les médecins et le public, tout en mettant un accent sur la formation du personnel soignant. Je disais que notre forme commence à la confiance du public. Si le public n'a pas confiance au médecin, il n'accepte même pas les soins que vous leur donnez. Il n'accepte pas les examens que vous leur demandez de faire. Et il faut restaurer cette confiance. Et là, vraiment vérifier que les médecins sont bien formés, la formation initiale, mais surtout qu'ils ont une formation médicale continue. À côté de cela, le président de la Société camerounaise d'ophtalmologie prend la situation de précarité dans laquelle vivent les médecins. La majorité des médecins sont désespérés par l'image qui est renvoyée dans la société. La majorité des médecins sont aussi désespérés par leur précarité. Tout comme il prodigue des soins appropriés à ses patients, le soigneur des yeux présente la formule thérapeutique à appliquer à l'ONMC, au cas où il est élu président. La mission essentielle de l'ordre, c'est de veiller à l'éthique et à la déontologie. L'éthique, c'est la morale. Ça veut dire que quand une personne veut avoir son enfant, sa femme, il est sûr qu'il a affaire à un monsieur qui est responsable, qui ne va pas abuser de ces gens-là parce qu'ils sont en situation inférieure, venant pour la maladie. La déontologie, ça a à voir avec le professionnalisme. Entre clivage et régionalisation des votes, les élections du 9 décembre 2023 s'annoncent chaudes. Toutefois, le docteur Théoda Manga ne semble pas être perturbé. Il dit d'ailleurs être le produit du vivre ensemble, un enfant de toutes les tribus. Âgé de 64 ans, Théoda Manga cumule 30 ans de métier. Il est l'ancien secrétaire général adjoint de l'ordre du temps du docteur Daniel Mouna et promoteur de la série Eye Clinic à Douala. Et voilà, c'est un reportage qui retrace un peu la conférence de presse tenue par vous il y a quelques jours seulement ici à Douala. Alors, vous êtes un produit du vivre ensemble, c'est-à-dire quoi? On nous soupçonne que vous êtes partisan d'une ère géographique pour éliminer ou élaguer les autres? Non, je voulais dire que je suis pas le candidat d'un groupe. Je ne suis pas le candidat des fonctionnaires, je ne suis pas le candidat des privés, je ne suis pas le candidat d'un groupe ethnique. Parce que j'ai différentes origines, je suis de partout au Cameroun. Je suis Banguissa, le maire de Douala. J'ai épousé une femme qui est Bamileke, demeure Bafan, demeure Bamoun, avec qui j'ai eu 3 enfants. Et on s'est malheureusement séparés et je me suis remarié avec une femme de Kumba. Ok. Voilà. Donc, vous voyez toute cette diversité-là. Et dans mon entourage, les gens qui me murmurent à l'oreille, et sont diverses nationalités, diverses origines. Il y en a 4, un Peul, un Bamileke, un Bassa,
et puis un Douala, et puis il y a 2 femmes parmi, une Bassa et puis une Boulou Peul. Franchement, vous allez me mettre dans quelle région? Un vrai vivant, ça. Oui, c'est la même question. Hein. Vous avez anticipé, mais je voudrais juste savoir, dans ce jeu ou dans ce processus électoral qui semble avoir, dont les règles ont été changées, comment vous voyez, vous qualifiez cela dans ce regroupement? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est battu, hein, nous les candidats à la présidence, on s'est battu pour que les choses soient rétablies. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait avoir, on a quand même eu un toilettage, même s'il n'est pas complet, du fichier électoral. Maintenant, vous êtes sûrement... vous le ressentez sûrement, il y a une vraie lassitude de ce problème. La nation est fatiguée de ce problème-là. Et donc, on ne peut pas éternellement renvoyer ces élections-là. Il faut qu'on trouve le moyen de sécuriser les votes et d'aller aux élections pour que cette page soit refermée et que l'ordre reparte sur de nouvelles bases et qu'on fasse la paix entre nous, qu'on retrouve notre calme et qu'on travaille pour la nation dans le calme et la sérénité. Okay. Dr Manga, au regard de l'engouement qu'il y a autour de ces différentes élections, pour conclure, avez-vous l'impression que les médecins vont répondre présents, nombreux? Oui, je suis certain. Moi, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. D'accord, nous sommes arrivés au terme de cette édition tout à fait spéciale qui recevait en tout cas Dr Théoda Manga, qui est le président de la Société camerounaise d'ophtalmologie et candidat au poste de président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Qu'est-ce qu'on dit généralement aux candidats? Vous souhaitez une bonne chance d'être le président, le prochain, le 4e, je l'imagine, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. J'espère bien, j'ai tout ce qu'il faut, je suis prêt pour cette fonction et je vous garantis que vous verrez qu'il y a une différence parce que je sais où je vais aller. J'ai eu le temps de réfléchir sur les problèmes de santé du Cameroun parce que après le départ de Mouna, j'ai été le candidat contre le docteur Sanjon qui a gagné et je me suis complètement mis en regret. Donc le bilan qui a été entre-temps, là, je ne le partage pas parce que je n'ai pas participé à cette gestion-là. Mais la gestion qu'on a eue avec le docteur Mouna, les gens s'en souviennent avec beaucoup de plaisir. C'était une belle période. D'accord. Vous avez 30 secondes pour vous adresser aux médecins. Écoutez, chers confrères, j'ai les armes qu'il faut, j'ai les arguments qu'il faut pour conduire les destinées de l'Ordre des médecins du Cameroun. Aussi bien mon parcours, ma personnalité. Je suis un médecin de 64 ans qui a été formé au Cameroun, qui est allé faire sa spécialisation en France, qui est revenu au Cameroun, contrairement à beaucoup de mes collègues qui sont restés parce qu'il y avait quand même beaucoup de difficultés. Je suis revenu. Avant de partir, j'ai été fonctionnaire. En responsabilité comme médecin-chef. Et je suis revenu, je me suis mis en clientèle privée parce que les salaires qu'on offrait à la fonction publique, je les trouvais dérisoires. Et que je ne pouvais pas accepter de travailler le jour à l'hôpital, la nuit à la maison ou de prendre de l'argent dans les carnets. Donc j'ai ce parcours professionnel, mon intégrité qui est reconnue par beaucoup de mes collègues. Et puis mon expérience comme à l'Ordre des médecins d'abord, et puis comme président de la Société camerounaise d'ophtalmo, je pense que j'ai les arguments et que j'ai un programme qui est sérieux. D'ailleurs, je résume rapidement en 3 points. Je suis amusé quand je vois les gens avec un programme en 10 points parce qu'ils ne savent pas les difficultés qu'il y a de mettre en place la moindre réforme. L'emploi des jeunes, l'amélioration des conditions de travail de ceux qui se travaillent déjà, l'harmonisation des pratiques avec des formations médicales continues, la régionalisation de l'ordre, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il n'y a plus de raison que 13 000 médecins aient un seul centre de contrôle et de régulation de la profession. Il est temps maintenant que l'État a mis en place la régulation, qu'il y ait de vrais ordres régionaux. Vous voulez le démembrement dans des régions? Pas seulement le démembrement, de vrais ordres régionaux. L'ordre régional de Douala, où ceux qui veulent travailler dans le littoral s'inscrivent là-bas, ils payent les cotisations là-bas. S'il y a un conflit ou une plainte, elle se fait à ce niveau-là, au lieu que tout soit centralisé sur Yaoundé. L'État a déjà donné le coup de départ pour la régionalisation. Il est temps que l'ordre emboîte le pas. Et pour une meilleure régulation et un meilleur contrôle de la profession.
D'accord, on avait prévu 30 minutes pour cet échange, mais alors on a accordé 5 minutes de plus, c'est pas mauvais. C'est pour vous souhaiter une bonne chance pour ce concours, entre guillemets, que vous allez présenter donc, le 9 décembre prochain. Merci, bonne chance à vous. Merci Flavien, merci Alphonse et merci Merci Guylaine. beaucoup. Vous êtes sur Intégral Radiovision. Vous vous êtes senti dérangé ou gêné? Non, ça va, je suis à l'aise. Merci à vous, Alphonse. Oui, d'être merci de recevoir un soigneur des yeux, mais malheureusement, lui-même, il ne porte pas les lunettes. Non, ça va pas. Non, il a encore les yeux bien solides, à plus de 60 ans. Voilà. Alors que nous, on voit flou. Ghislaine, merci également d'être venu. Merci Flavien, c'est un plaisir. Je suis ravie d'être en face du docteur Manga et bien sûr, on ne peut que souhaiter bonne chance parce que ces projets, en fait, ces idées sont loin. Ça se passera par Intégral Radio. Merci bien, que Dieu vous entende. Merci à vous, chers téléauditeurs, d'avoir été nombreux à nous suivre. On espère bien que vous avez laissé les messages. Vous pouvez regarder encore maintenant ce programme. Nous vous souhaitons de meilleurs moments sur votre chaîne.